Saviez-vous qu'une miniature géante du site de fouilles archéologiques a été hébergée dans une pièce dédiée, que le son émis par l'arche provient du glissement du couvercle du réservoir d'eau des toilettes, que l'action située en Égypte a été tournée en Tunisie, et que 19 000 litres d'eau ont été consommés chaque jour par l'ensemble des figurants? C'est ce que nous allons découvrir dès à présent, générique. La saga Indiana Jones a remis au goût du jour un cinéma d'aventure en pleine désuétude au début des années 80. Pourtant, plusieurs indices laissaient présager du succès populaire des aventuriers de l'Arche perdue. Après la décennie des années 70, marquée par le scandale du Watergate en 72 et la guerre au Vietnam, le public américain souhaite envisager l'avenir sous un angle positif. Si la situation politique avait été plus optimiste en ce début des années 70, alors les premiers blockbusters n'auraient sans doute pas connu une telle réussite commerciale. En 75, Les Dents de la Mer connaît un succès planétaire, appuyé par une campagne publicitaire redoutable. 2 ans plus tard, Star Wars et Les Dents de la Mer deviennent à eux aussi des phénomènes mondiaux. L'heure est au retour du divertissement et Indiana Jones, sorti en 81, s'inscrit comme une réponse aux attentes du public. Quoi de mieux que de redonner vie à un genre totalement disparu sur grand écran? Et l'association Steven Spielberg-George Lucas présente en réalité une œuvre en phase avec son époque et qui représente l'évolution d'Hollywood au cours de la décennie 80. Voici donc l'histoire du tournage des Aventuriers de l'Arche perdue, mais aussi l'analyse de 5 séquences de l'ensemble de la saga pour comprendre l'évolution du personnage sur grand écran. Alors qu'il était âgé de 6 ans, le jeune Steven Spielberg découvre en salle Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. DeMille. Enthousiasmé par les images projetées à l'écran, il s'imagine réaliser un véritable film d'aventure épique. Près de 30 ans plus tard, en 1981, Les Aventuriers de l'Arche perdue remettra au goût du jour le genre populaire dans les années 30 et 40 sous la forme du feuilleton. Indiana Jones représente la première collaboration entre le réalisateur de Rencontre du troisième type et George Lucas, créateur de l'univers Star Wars. Les deux hommes s'inspirent des feuilletons et séries diffusées le samedi matin. Celles-ci étaient tournées en une semaine pour un modeste budget de $100 000. Spielberg et Lucas souhaitent renouveler cette tradition cinématographique sous la forme d'un blockbuster populaire. Les Aventuriers de l'Arche perdue nécessitent 6 mois de préparation, 3 mois de tournage sur 4 continents et un budget de $20 millions. Le premier Indiana Jones sera le feuilleton ultime du samedi matin, adapté au nouveau public des années 80. Le cinéaste des Dents de la Mer cherche durant 6 mois un acteur inconnu pour incarner le héros à l'écran. On était coincé, il ne restait que 3 semaines et on n'avait personne, dit Spielberg. Il regarde alors l'Empire contre-attaque et trouve son comédien en la personne d'Harrison Ford. Spielberg appelle son ami George Lucas et demande à parler à l'acteur. Les deux hommes réussissent à convaincre Ford de s'engager sur le projet. Une jeune actrice de théâtre new-yorkaise, Karen Allen, incarnera l'amoureuse d'Indiana Jones plongée dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Le premier scénario rédigé par George Lucas, Lawrence Kasdan et Philip Kaufman situe le récit au Pérou, aux États-Unis, au Népal, à Shanghai et en Égypte. La partie égyptienne est filmée en Tunisie sur les anciens lieux montrés par le premier Star Wars. La ville de Kairouan représente la capitale du Caire à l'écran. La séquence d'introduction est tournée sur l'île d'Hawaï tandis que la scène des sous-marins se déroule à La Rochelle. Lors des scènes en extérieur, l'équipe technique se heurte à la chaleur du désert. Sous le soleil tunisien, la température atteint les 55 degrés et 50 degrés à l'ombre. Aucun village dans un périmètre de 60 km. 19 000 litres d'eau sont consommés chaque jour par l'ensemble des figurants. Une partie de l'équipe commence à éprouver une importante fatigue
au bout d'un mois passé dans le désert. Des pneus brûlent, simulent une fausse brume, encore davantage oppressante. Une autre difficulté se pose pour l'équipe technique, réussir à installer l'ensemble de l'équipement dans les ruelles étroites de Kairouan. Les propriétaires de magasins doivent fermer temporairement leurs établissements. L'action du film se déroule en 1936, les antennes de télévision sont retirées des toits de certaines habitations. Sur le plateau, Steven Spielberg entame sa journée en passant en revue le storyboard, une série de dessins et de BD résumant le plan de travail du jour. Le cinéaste dessine lui-même chaque plan. Des professionnels se chargent ensuite de finaliser ces croquis en storyboard. Mon problème, surtout dans les films d'action, c'est les séquences rapides. J'essaie de tourner la page avant de finir le plan. J'ai déjà tourné ce truc dans ma tête. Les cascades d'Indiana Jones reposent essentiellement sur les effets spéciaux de plateau. Pas de fond bleu utilisé, mais des images ancrées dans le réel. 3 cascadeurs se relayent sur les différentes scènes d'action. L'un d'entre eux concrétise une situation qu'il n'était pas parvenu à réussir lors du tournage d'un western en se couchant sous un camion en marche. Une seconde équipe, dirigée par Mickey Moore, supervise la mise en scène de la grande séquence de course-poursuite avec le camion. Moore et Spielberg utilisent un storyboard pour concevoir un premier montage visuel de l'ensemble. Un responsable des cascades évalue sur place les risques encourus par les comédiens. Un petit trou de 5 cm est creusé pour pouvoir placer la doublure d'Harrison Ford sous le camion. Réalisé le dernier jour de tournage, la cascade la plus dangereuse consiste à basculer un camion sur le côté à l'aide d'un tronc placé à l'intérieur du véhicule. Chaque cascade et effet spécial est chorégraphié et minuté avec précision. Harrison Ford apprend à utiliser un fouet sans se blesser et effectue les combats au corps à corps sous la forme d'un balai. Kit West, expert des effets spéciaux, encastre des pétards à l'intérieur d'un mur pour générer des étincelles et simuler l'impact des balles d'une arme à feu. Le réalisateur compte lui-même le nombre d'impacts nécessaires à la séquence népalaise. La société ILM de George Lucas conçoit les effets visuels des fantômes sortant de l'Arche d'Alliance. Pour permettre au film de rester classé dans la catégorie tout public, l'explosion de la tête d'un nazi est recouverte par un nuage de flammes. Spielberg donne aux comédiens attachés de ne bouger que la tête. Les apparitions fantomatiques sont d'abord réalisées en argile, puis modelées pour être animées. L'acteur Paul Freeman est immobilisé dans du plâtre, donnant par la suite la forme d'un buste en 3D contenant la même expression de son visage à l'écran. Il effectue une grimace horrifiée pendant 1 heure pour un effet qui ne sera visible qu'un court instant pendant le film. De même, un crâne fondu a été moulé à partir du véritable crâne de l'interprète du personnage de Toth. Placé sous une lampe et un pistolet thermique, le moule en gélatine se décompose de lui-même. Des artistes et dessinateurs épaulent le chef décorateur Norman Reynolds. Les décors intérieurs sont construits en studio, à Londres, et les extérieurs sur les lieux de tournage. La production possède 3 équipes dans 3 pays différents. Le département artistique élabore une maquette de chaque plateau. Une pièce entière héberge une miniature géante du site de fouilles. Grâce aux maquettes en 3 dimensions, le cinéaste peut mieux comprendre les distances et les hauteurs d'un lieu avant de tourner sur place. Réalisé à Londres, le décor du Puy des âmes mesure 9 mètres de haut et requiert que les acteurs descendent physiquement jusqu'en bas. Le perfectionnisme de Steven Spielberg ne s'arrête pas là. Pour la scène confrontant Indy face à sa phobie des serpents, le cinéaste se plaint du manque d'animaux à l'écran et demande à en ajouter davantage. Les 2000 serpents ne suffisent pas par rapport à la taille imposante du décor. Il nous faut 7000 serpents en plus de ces 2000 pour que cela marche, dit le cinéaste sur le plateau. Les animaleries de Londres et d'Anvers sont vidées 2 jours plus tard. Le Puy des âmes entasse dès lors des boa constrictors, des pythons et des cobras. Si Harrison Ford subit une morsure, alors l'équipe technique doit lui injecter un remède en 2 minutes chrono.
Les équipes de Skywalker Sound, menées par Ben Burt, produisent la banque de sons des aventuriers de l'Arche perdue. Le son du fouet est effectué en direct par la production de Star Wars. Lorsqu'Indy tire avec son pistolet, nous entendons en réalité une carabine Winchester 30-30. Pour simuler des coups de poing, les preneurs de son brisent des os de poulet, frappent sur de la viande fraîche, tapent avec une batte de baseball sur une veste en cuir. Pour donner naissance au sifflement des serpents, le son d'un ragoût au fromage fait amplement l'affaire. Lorsque l'arche est soulevée, nous entendons en réalité le bruit du glissement du couvercle du réservoir d'eau des toilettes. Lorsque les âmes s'évaporent de l'arche, il s'agit en réalité de cris de dauphins et d'otaries passés au vocodeur. Confié à John Williams, le compositeur de Star Wars et des Dents de la Mer, la musique contient 2 thèmes collés bout à bout. Elle contribue à donner les principaux traits de la personnalité d'Indiana Jones, tout en installant un rythme opératique à l'ensemble de l'œuvre. Projeté en salle, Les Aventuriers de l'Arche perdue connaît un important succès au box-office américain, avec près de 250 millions de dollars rapportés sur l'année 1981. En France, le film attire plus de 6 millions de spectateurs. L'œuvre de Spielberg remporte également 5 Oscars et ouvre la porte à la réalisation de suites. À présent, nous allons analyser la séquence de première apparition du personnage principal à l'écran. L'action se déroule au Pérou, dans la jungle amazonienne. Nous ne voyons pas tout de suite le visage du protagoniste. Pourtant, nous identifions tout de suite que le héros, filmé de dos, dirige l'expédition à la manière dont le contemple son coéquipier. Indiana Jones contemple un parchemin et semble l'examiner avec un autre document. Un second comparse surgit en gros plan, tandis que la caméra opère un mouvement vers son visage. L'élément perturbateur s'interpose au beau milieu d'un moment de profonde réflexion. Son regard soupçonneux semble guetter l'instant opportun pour passer à l'action. Il sort un pistolet de sa poche, à l'instar d'un cow-boy de western. Si la situation se déroule dans le décor verdoyant d'une jungle, l'événement prend la tournure d'un règlement de compte digne du Far West. La silhouette entend le son du pistolet s'enclencher. Il se doute que quelqu'un veut l'abattre. Son arme sera un fouet. Il dégaine son outil avec une rapidité impressionnante. Dans ce duel de western, il l'emporte sur son adversaire tentant lâchement de lui tirer dans le dos. Horrifié, le lâche laisse tomber son arme dans l'eau. Le plan suivant révèle le visage sortant de la pénombre d'Indiana Jones. D'abord simple silhouette emblématique et abstraite, il se matérialise en révélant à la lumière son visage au spectateur. Chapeau vissé sur la tête, regard déterminé, veste en cuir, un héros naît. On ne le trompe pas. Indiana Jones est une figure descendue du ciel pour accomplir le devoir de défendre les pièces archéologiques contre les voleurs et les pillards. Le héros incarne paradoxalement le gardien d'un temple qu'il ne peut s'empêcher de vouloir contempler de plus près. Le voleur s'enfuit tandis qu'un nouveau gros plan montre le fouet à hauteur de la hanche du protagoniste. Le shérif range son arme. Son visage sérieux exerce une angoisse sur son collègue. Les 2 hommes pénètrent dans une grotte. Un premier obstacle contribue à élaborer l'identité de la saga. Il s'agit des mygales figées sur le veston du héros. Indy ne semble éprouver aucune peur et les retire comme si de rien n'était. Il est familier de ce genre de situation. En revanche, son partenaire ressent une frayeur impossible à dissimuler. L'affirmation du personnage d'Indiana Jones s'appuie sur la comparaison avec son collègue, représentant un citoyen comme un autre. Or, Indy est extraordinaire et ses réactions participent à construire sa légende. Passé cette épreuve, le héros connaît les pièges dans lesquels ne pas tomber. En levant une main vers un faisceau lumineux, il manifeste une intelligence hors pair. Non, Indy ne se laisse pas transpercer par une flèche. Il n'est pas comme ce crâne rappelant à l'homme sa dimension de mortel. Il est immortel. D'ailleurs, Indy ne semble pas plus affecté par ce qu'il voit. À l'aide de son fouet,
Il traverse une crevasse, rattrape son partenaire et découvre l'objet de sa convoitise. Un objet en or déposé sur une dalle en pierre. Son coéquipier se précipite imprudemment pour récupérer le Saint Graal. Indy s'affirme en le repoussant par le bras. Une nouvelle fois, son mythe se construit à partir de la négation de son double, visible à l'écran. Indy est un fin observateur qui réfléchit avant d'agir. À nouveau, il évite l'erreur fatale. Il parcourt le lieu sans embûche. Face à l'objet à la valeur inestimable, Jones ne cède pas tout de suite au désir de s'en emparer. Il réfléchit avant d'agir. Succès garanti. Pourtant, un imprévu provoque la destruction progressive du lieu. Indy doit donner l'objet à son partenaire s'il veut s'en sortir vivant. Trahison. Si le protagoniste possède un instinct et une intelligence exceptionnelle, sa naïveté démontre qu'il ne connaît pas véritablement la psychologie humaine. Jones doit apprendre à se débrouiller seul. Le traître est retrouvé mort et Indy parvient à fuir une boule géante appelée à l'achever. Indy, ce défenseur du temple et matérialisé en homme, se fie trop à l'espèce humaine au risque d'être souvent trahi et trompé. Pour s'affirmer en tant que légende, il doit se confronter directement à la psyché retors et individualiste de l'espèce humaine. À l'image du Christ, Indiana Jones tend la joue à celui qui le frappe. Son courage et sa détermination contrastent face à la lâcheté et à l'intérêt personnel. Si les aventuriers de l'Arche perdue présentent d'emblée son personnage comme un dieu gardien du temple, la suite choisit de l'inscrire à l'opposé. Et si le mythe n'était avant tout qu'un homme, le temple maudit va contribuer à faire redescendre la légende de son piédestal. Sorti en 1984, Indiana Jones et le temple maudit situe le début de son récit à Shanghai en 1935. Le célèbre archéologue apparaît au cours d'un premier plan présentant essentiellement sa main glissant sur la rambarde d'un escalier. Comme dans le premier volet, nous ne voyons pas d'emblée son visage. Sa reconnaissance passe par le regard du serveur lui demandant d'être prudent. Un complice jouant le rôle d'un faux employé de restaurant. Le personnage descend doucement les dernières marches. Le plan suivant révèle le visage du gangster Lao Che. Son attitude n'est pas sans rappeler les comédiens James Cagney ou Edward G. Robinson. Une nouvelle fois, la légende d'Indy s'écrit par la façon dont les autres personnages le perçoivent. Lao Che tente de conserver une expression neutre, mais ne peut s'empêcher de suivre du regard le héros. Il aimante. Jones s'assoit avec une classe et un sang-froid digne d'un gentleman. À l'inverse des aventuriers de l'Arche perdue, Indy arbore un élégant costume blanc adapté au cadre luxueux du lieu. Le protagoniste, nœud papillon au cou, ne possède plus les attributs de l'aventurier du premier. Pas de chapeau, ni de veste en cuir, et encore moins de fouet. Indy parle chinois et étonne son interlocuteur. Il se trouve seul face à 3 gangsters prêts à en découdre. L'échange tourne autour d'un troc entre un diamant et les cendres de l'empereur chinois Nurachi. Si le personnage principal ne possède plus de fouet, c'est parce que celui-ci a déjà frappé l'un des fils de Lao Che. Une femme s'introduit dans la séquence. Elle représente l'élément perturbateur de la situation. Elle est une femme évoluant dans un monde d'hommes. Indiana Jones peine à dissimuler sa surprise. Le gangster présente la jeune Willy au gentleman se levant de sa chaise pour la saluer. Willy se rapproche du personnage principal et affirme s'intéresser à l'archéologie. La conversation prend une autre dimension lorsqu'un revolver apparaît subitement dessous la table. Jones contre-attaque en prenant la chanteuse en otage. Il ne possède pas d'arme à feu. Son seul ustensile à disposition se trouve être une fourchette. Première erreur d'Indy, il ne s'attendait pas à se faire braquer. Le pistolet est à nouveau rangé dans la poche du costume. Indy reprend le contrôle de l'échange. Lao Che est obligé de céder d'abord son diamant au héros. Willy tente de s'approprier la pierre précieuse. Indy récupère le butin
et pense triompher de son adversaire en levant son verre. À son tour, le protagoniste transmet l'objet tant désiré par Lao Tse. Les trois hommes savourent leur succès. L'archéologue lève à nouveau son verre avant de boire une gorgée. Les trois gangsters rient sous l'œil interloqué de Jones. Le gangster brandit un tube contenant l'antidote au poison absorbé par le protagoniste. Indiana tombe naïvement dans un piège. Heureusement, son coéquipier vient à son secours. Toutefois, il est mortellement touché par une balle. Son ami meurt sous ses yeux, tandis que le poison agit sur son métabolisme. Le point central de la scène consiste alors à présenter un personnage perdant le contrôle de lui-même et ne maîtrisant guère les éléments. Le dieu défenseur du temple prend conscience qu'il appartient à l'espèce humaine et qu'il est à ce titre mortel. Le mythe Indiana Jones se voit ramené à celui d'un homme effrayé à l'idée de mourir. Désacralisé, le personnage principal gagne en humanité. Il tente maladroitement de s'emparer de l'antidote, se bat tant bien que mal, et tente de mettre la main sur la solution à son problème. Jones agit pour la première fois de manière désordonnée. Il agit avant de réfléchir. Son attitude à l'écran s'inscrit à l'opposé de celle présentée dans le premier opus. Willy trouve l'antidote. Indy tente de sortir de sa torpeur en s'aspergeant d'eau. Abrité derrière un bouclier, il réussit à prendre la fuite en compagnie de la chanteuse et à boire l'antidote. Le mythe Indiana Jones s'effrite au fil du déroulement de la scène. D'abord incarné par les regards adressés par autrui, le héros tombe de son piédestal par orgueil démesuré en ingurgitant un verre. Il prend véritablement conscience de sa mortalité lorsqu'il voit son ami mourir sous ses yeux, mais aussi lorsque sa vie elle-même est menacée par un poison. Vêtu d'un costume luxueux et non de son fouet ni de son chapeau, Indy est un individu se fondant parmi les autres et, à ce titre, est appelé à connaître la même fin que chacun d'entre nous. Indiana Jones, conscient de sa propre mortalité, comprend qu'il hérite non d'une divinité céleste, mais d'un père bien réel. La dernière croisade, troisième opus des aventures du célèbre archéologue, va développer l'adolescence du personnage pour comprendre son cheminement et ses mentors. Mais derrière le récit de fiction se dissimule la discrète autobiographie d'un cinéaste souffrant de l'absence de son père. En 1989, le troisième volet de la saga développe encore l'humanité de son héros en mettant en scène son adolescence ainsi que sa relation avec son père. L'action prend place dans l'Utah en 1912. Le premier plan évoque l'Ouest américain typique des westerns de John Ford avec John Wayne. L'image du canyon ravive de manière trompeuse la légende d'Indy. Le plan ravive un mythe qui sera encore davantage humanisé dans la suite de la scène. Des jeunes scouts avancent à cheval en file indienne. Un plan rapproché sur les inconnus perpétue le mythe de l'Ouest et des chercheurs d'or. L'homme se révèle infiniment petit face à l'immensité du décor. Comme dans la séquence d'introduction des aventuriers de l'Arche perdue, le film prend la forme d'un faux western. Rien ne semble a priori indiquer que nous sommes en 1912. L'action se déroule hors de toute indication temporelle. Nous comprenons qu'il s'agit d'enfants au bout de 2 minutes. 2 d'entre eux rejouent la première scène inaugurale de présentation d'Indy en s'introduisant à l'intérieur d'une grotte. Simplement, pas de piège à base de flèches ou de boules géantes. Le jeune Indy, d'abord simple silhouette, dont la forme contraste avec la lumière projetée sur la paroi. Le protagoniste évolue avec son partenaire. Il n'agit pas seul. Jusqu'à présent, le personnage a toujours été entouré. Dans le temple maudit, un serveur l'épaulait, tandis que dans les aventuriers de l'Arche perdue, Indy partait en expédition avec un coéquipier le trahissant. Dans la séquence d'introduction de la dernière croisade, le danger est humain. Des pilleurs mettent la main sur la croix en or de Coronado. Le visage du jeune Indiana Jones sort de la pénombre au bout de 3 minutes. Le réalisateur Steven Spielberg réactive la légende du défenseur du temple.
l'adolescent Jones Jr. possède déjà des attributs exceptionnels. Concentré sur ce qu'il voit, son calme contraste avec la panique de son partenaire. L'indication textuelle Utah 1912 apparaît sur le plan suivant. Vêtu d'un chapeau et d'une veste en cuir, le pilleur contemple la croix comme un trésor d'une valeur inestimable. À sa manière de regarder cet homme, le jeune Indy exprime une certaine fascination. Inconsciemment, il va l'imiter tout au long de sa vie. Le mimétisme va contribuer à forger la personnalité de Jones Jr. Il a trouvé l'un de ses mentors. Pourtant, une chose le différencie, sa volonté, filmée en gros plan, de restituer l'objet dans un musée. Cette détermination provient d'un autre maître à penser que nous mentionnerons plus tard dans l'analyse. Face à son ami effrayé par un serpent, Jones s'en empare avec un impressionnant sang-froid. Il s'affirme par opposition à son double. Indy s'empare de la croix et parvient à s'échapper de la grotte. Poursuivi par les pillards, il appelle au secours mais doit se débrouiller seul. Comme dans le premier volet, Indy doit apprendre à devenir indépendant. Il tente maladroitement, en cow-boy déposant sa croix sur la hanche comme s'il s'agissait d'un pistolet, de sauter sur un cheval. Indy tombe de son piédestal, tout ne se déroule pas selon son bon vouloir. Première faille, lui rappelant qu'il reste un homme. Il réussit toutefois à monter normalement sur son cheval. Poursuivi par les véhicules motorisés, son imaginaire s'ancre dans une période antérieure au progrès technique. Jones est un homme du XIXe siècle, plongé dans le XXe. S'agrippant à un train en marche, il court sur le toit avec la fougue de la jeunesse. Il saute de wagon en wagon et tombe une nouvelle fois de haut sur un bac à serpents. Sa phobie des serpents trouve son origine dans son enfance. La peur de l'événement traumatisant forge l'esprit du personnage principal. Jones témoigne un courage exceptionnel en effectuant une cascade très dangereuse mais inutile. Jones fait face au pillard et tombe une troisième fois de haut. Le téméraire jeune homme se voit encore rappelé à la réalité en affrontant un lion. D'abord effrayé, il s'empare de l'instrument qui deviendra sa marque, un fouet. Sa maladresse est confondante, mais le protagoniste surmonte une nouvelle fois sa peur. Indiana Jones, cet homme sans peur du premier volet, se construit à partir de la lutte contre celle-ci. Peur des serpents, peur du voleur, peur d'un lion. Indy ne serait pas Indy sans les traumas de son adolescence. Il apprend à maîtriser ses émotions pour entrer dans la légende. Sauvé par les escrocs, il défend l'idée selon laquelle la place de la croix de Coronado doit se trouver dans un musée et non entre de mauvaises mains. Le protagoniste fuit à nouveau sur les yeux presque attendris de son adversaire. Il laisse un mentor pour en rejoindre un autre dans la maison Jones. Fier de sa réussite, il s'empresse de raconter son récit à son père. Nous voyons brièvement un plan sur un chien nommé Indiana. Son père l'arrête d'un mouvement de la main. Présent en hors-champ, Jones Senior n'appartient pas au monde de l'aventure. Indy est un homme de terrain et un explorateur. Son père, au contraire, est un professeur de littérature médiévale appartenant au monde des idées. Intellectuel, assis derrière son bureau, sa non-présence dans le champ installe d'emblée une distance avec son fils. Il appartient à l'histoire plurimillénaire de l'humanité, et non à celui de l'instant présent. Jones Senior rabroue son fils et lui demande de compter en grec. L'échange s'avère impossible entre les deux hommes. Indy obéit au doigt levé par son autre mentor. Si les deux personnages apparaissent aux antipodes, ils partagent tous deux les mêmes valeurs par des modes différents. Indy agit au péril de sa vie, son père écrit. Ils sont tous deux des solitaires obsédés par une idée. La quête du Graal pour le père et la croix de Coronado pour le fils. L'élément clé de la scène dévoile comment Indiana Jones construit son identité à partir de l'absence du regard de son père. La future légende se conçoit ici sur la base d'une carence affective. Indy devient Indiana pour combler ce manque. La croix de Coronado retourne vers ses premiers ravisseurs. Le courage ne triomphe pas toujours. Le jeune Jones hérite d'un chapeau
et comprend que pour devenir celui qu'il veut être, il doit apprendre de ses peurs et de ses échecs, aussi bien affectifs que dans l'action. Si la dernière croisade permet au fils de renouer une relation avec son père, le royaume du crâne de cristal confie une nouvelle responsabilité à son héros. En effet, le fils devient à son tour père et se prépare à perpétuer la lignée familiale. L'absence sera une thématique sous-jacente à l'ensemble de l'œuvre. Près de 20 ans après la sortie de la dernière croisade, Indiana Jones revient sur les écrans dans le royaume du crâne de cristal. Toujours réalisé par Steven Spielberg, le personnage est incarné par un Harrison Ford vieillissant de 65 ans. Jones Sr. et Marcus Brody sont morts, et Indy, orphelin, apprend l'existence d'un fils inconnu. Celui-ci apparaît pour la première fois dans la tenue portée par Marlon Brando dans L'équipé sauvage en 1953. L'action se situe en 1957 et le personnage de Mutt, interprété par Shia LaBeouf, roule avec confiance sur sa moto. Blouson en cuir noir, gants et haut de forme, Mutt s'inscrit dans une culture adolescente rebelle. Il apparaît d'emblée indépendant et joue au dur. Le fils traverse le quai à la recherche d'un homme dont il ne se doute pas qu'il s'agit de son père. Le personnage se fabrique une image de masculinité pour compenser l'absence d'une figure paternelle. Mutt passe devant Indiana une première fois et comprend instinctivement de qui il s'agit. Une alchimie commence à s'exprimer au cours de ce premier échange. Les deux hommes ignorent pourtant leur parenté. Le motard lui indique qu'un célèbre archéologue est menacé de mort. Le père et le fils poursuivent la conversation dans un bar. Une photo filmée en gros plan évoque un père de substitution en la personne du chercheur Huxley. Indy contemple la vie qu'il n'a pas eue, la vie qu'il aurait dû avoir. La photo fige dans le temps un moment de bonheur dérobé. Simplement, la tenue de motard identifie le personnage à une personnalité rebelle ne correspondant pas à l'élégant costume d'Huxley à ses côtés. Sa fougue et son arrogance témoignent davantage d'un héritage de son père biologique. Lorsqu'Indy et Mutt se trouvent dans le même plan, le plan en question installe un effet miroir entre les deux. S'ils possèdent des tenues différentes, ils se ressemblent plus qu'on ne le pense. Posés sur la table, un béret d'un côté et un chapeau de l'autre. Indy et Mutt portent des hauts de forme. Le blouson en cuir du fils n'est pas sans rappeler celui du père. La caméra opère un lent travelling lorsque les deux protagonistes se serrent la main. Premier contact physique chaleureux. Indy lui lance une réflexion que l'interlocuteur n'apprécie guère. Il range rapidement la photo dans son béret. En souhaitant rechercher son père d'adoption, il rencontre son père biologique. Sans gêne, Mutt récupère une bouteille de bière et rappelle Marlon Brando dans la scène du bar de l'équipé sauvage. Indy la redépose sur le plateau de la serveuse. Le professeur d'archéologie représente la voix de la sagesse face à l'impétueux fils. La conversation devient plus sérieuse lorsque le terme d'Eldorado est mentionné. Les deux personnages se font face en chant contre chant. La connaissance de Jones se heurte à l'impulsivité de Mutt. Le calme du héros contraste avec la colère du jeune homme. Pour s'affirmer, il affiche à la vue de tous sa différence. Deux personnages attablés au bar attirent les soupçons de Jones. Le père, expérimenté face aux situations à risque, reste calme. Le fils, novice en la matière, brandit un couteau comme s'il s'agissait d'un fouet. Inutile face à deux pistolets. Mutt doit apprendre à se maîtriser face aux obstacles rencontrés. Une complicité se poursuit tandis qu'ils se coordonnent pour semer leurs ravisseurs. La fuite continue à moto. Le jeune rebelle remet en selle son père sur la route. Les péripéties d'Indiana Jones trouvent un nouveau souffle porté par le fils téméraire. Cette fois-ci, le garçon entraîne le professeur réfugié dans le monde des idées dans son aventure. En réalité, Indiana adopte avec l'âge le même comportement que son père dans la dernière croisade. L'aventurier d'hier
est devenu l'homme assis derrière son bureau. Mutt incarne le Indy du passé, tandis que Jones perpétue la mémoire de son paternel sans s'en apercevoir. Mutt maîtrise la conduite dans la rue. La tête de la statue de Marcus Brody s'échoue à l'entrejambe d'un gangster, perdant le contrôle de sa voiture. La scène amuse Mutt, tandis qu'Indy reste bougon. La même posture que Jones et son père dans la dernière croisade, après qu'Indy ait vaincu un motard allemand. Le schéma familial se reproduit inéluctablement. Traversant à moto une salle d'études, le professeur répond à une question théorique de l'un de ses élèves, à l'instar de son père levant le doigt et demandant à son fils de compter en grec. L'homme pratique est devenu le théoricien qu'il pensait ne jamais être. Le royaume du crâne de cristal s'inscrit dans la continuité directe de la dernière croisade en inversant les rôles. Le fils symbolise à présent la figure du père, perpétuant la tradition familiale. Avec le cadran de la destinée, l'interprète d'Indy achève son parcours de plus de 40 années de cinéma. Dans un dernier baroud d'honneur, il tente de surmonter sa solitude par la quête d'un instrument inventé par Archimède. 15 ans après le tournage du Royaume du crâne de cristal, Harrison Ford endosse pour la 5e fois consécutive le rôle d'Indiana Jones. Âgé de plus de 80 ans, son personnage arrive au terme de sa vie. Réalisé cette fois-ci par James Mangold, l'ultime volet de la saga présente un homme seul. Le premier plan nous révèle des chaussettes d'hommes pendues à un étendage, avec en toile de fond des bâtiments identifiant la ville de New York. Ces chaussettes indiquent d'emblée la solitude d'un homme dont nous découvrons, via un lent mouvement de caméra, l'appartement en désordre. L'appareil franchit le seuil de la pièce et immortalise le vieil Indy à moitié nu, cheveux grisonnants, endormi sur son fauteuil devant la télévision. Indy n'a plus le physique de l'aventurier d'antan et, pire encore, semble se laisser à l'abandon. Nous contemplons 2 cartons mentionnant la marque de whisky Ballantines, ainsi qu'une bouteille au pied du fauteuil. Le personnage ne va pas bien. Réveillé par la musique pop hippie de 1969, Indy sort de sa torpeur et décide de prendre les devants. Il dépose violemment son verre et demande à son voisin de baisser le volume de la musique. À travers la fenêtre, il ne parvient pas à se faire entendre. Muni d'une batte de baseball, il compte bien avoir gain de cause. Indy, l'homme du 19e siècle rêvant de rencontrer Archimède, ne comprend plus l'évolution du monde. Lorsqu'il s'adresse à son voisin, il parle en réalité une langue déconnectée de la jeunesse des 60s. Jones incarne la scission entre une Amérique restée ancrée dans des valeurs traditionnelles et une autre éprise de liberté et célébrant l'amour sans limite. Indy s'indigne de l'heure à laquelle Larry enclenche la musique. Réflexion d'un homme qui ne veut pas être dérangé. Son voisin lui rétorque, arrogant, « Écoutez les infos, c'est le jour de la lune, c'est férié. » Larry lui referme la porte au nez. Indy, hagard, ne comprend pas la réponse. Il ne réalise pas que le monde a changé. 3 cosmonautes se sont posés sur la Lune, mais le personnage semble déconnecté de l'actualité. L'évolution technologique, toujours plus rapide, instaure une incompréhension entre les générations. Tout semble aller trop vite. Seul, Indy se prépare son café et arbore une chemise avec une cravate. Il n'appartient pas à ce monde de babacool, aux cheveux longs. Il ajoute du whisky dans sa tasse. Que cherche-t-il à oublier? Le plan suivant présente son document officiel de divorce avec Marion. Manifestement, sa détresse témoigne que la décision ne vient pas de lui, mais de sa femme. Il contemple la photo de sa belle prise il y a plus de 40 ans. Une émotion palpable jaillit sur son visage. Le passé n'est plus. Le protagoniste dépose un magnet sur le visage de sa bien-aimée pour oublier. Indy circule dans un métro et regarde la mutation d'un monde qu'il ne reconnaît plus. Le professeur continue d'enseigner, mais certains élèves s'endorment ou s'ennuient. L'enthousiasme n'y est plus. Jones appartient à une temporalité que ses étudiants ne comprennent pas. Il tente de nouer un dialogue auquel la salle ne répond pas.
L'assistance manifeste une forme d'indifférence et de gêne. Toutefois, un espoir persiste. Face à l'inculture de ses élèves, une jeune femme souriante se montre réceptive aux propos du professeur. Elle donne le nom d'Archimède. L'enthousiasme de l'enseignant revient. Face à une jeunesse ne pensant qu'au présent et non à l'histoire du passé, Jones retrouve une nouvelle vitalité. Tout n'est pas perdu. Pourtant, cet espoir retombe aussi rapidement qu'il apparaît lorsque des élèves apportent un poste de télévision. Le petit écran remplace la grande histoire, au désarroi de l'archéologue. La société américaine devient une société de l'image et la fascination ne s'exerce plus sur les objets archéologiques, mais sur la contemplation d'une petite boîte. Ultime coup de grâce, Jones part à la retraite. Une aventure professionnelle se termine. Le nouveau retraité donne à un inconnu le cadeau offert par ses collègues. Il refuse son nouveau statut. Indy décide de se saouler dans un bar en regardant, désemparé, l'exploit des membres d'Apollo 11 à la télé. La jeune femme le suit et se présente à lui comme sa filleule. La passion pour l'histoire correspond à l'ADN de la famille. Son nouveau souffle provient, comme dans le royaume du crâne de cristal, d'un jeune membre de son entourage. Auparavant, il s'agissait de son fils. Aujourd'hui, sa filleule va le reconnecter une dernière fois au réel. Son salut passera par la fougue et la vitalité de sa descendance. Indy entre enfin dans l'éternité, en laissant des traits de caractère qui se transmettront de génération en génération. Entre les aventuriers de l'Arche perdue en 81 et le Cadran de la Destinée en 2023, Indiana Jones sera passé du statut de dieu gardien du temple à celui d'un homme conscient de sa propre mortalité. Ce simple mortel comprend que sa pérennité passe par la fondation d'une famille et que l'hérédité et la transmission lui permettront de vaincre la mort et d'accéder à l'éternité. Un autre élément fondamental développé par la saga concerne le regard. En effet, Indy devient un mythe par le regard adressé par son entourage, prend conscience de son statut de mortel en contemplant son ami mourir sous ses yeux, et construit son identité en l'absence du regard de son père. D'après le philosophe français Emmanuel Lévinas, le visage d'autrui nous révèle notre humanité, notre empathie et notre conscience de soi. Notre existence prend pleinement sa matérialité parce qu'un regard extérieur lui donne la vie. L'autre incarne en réalité une partie de soi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.